Je m'appelle Thomas Lefebvre. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était le monument du travail acharné et de la stabilité. J'ai 36 ans et je suis à mon compte, je dirige une petite entreprise de plomberie et de rénovation. Depuis le moment où mon réveil hurle à 5 heures jusqu'à ce que je verrouille mon fourgon le soir, mon univers tourne autour du travail manuel et honnête. Le crissement d'une clé à molette sur un tuyau rouillé, le ronronnement satisfaisant d'une chaudière que je viens de poser, le déclic net d'un raccordement électrique, j'ai bâti tout cela à partir de rien. Mon père était ouvrier dans une usine qui a fermé, et ma mère était serveuse, vivant dans l'angoisse constante des factures. J'avais juré de ne jamais vivre comme eux. Je voulais construire quelque chose de si solide, de si inébranlable, que cela puisse résister à n'importe quelle tempête. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Clara. Elle était à une pendaison de crémaillère chez des amis, elle riait dans une robe d'été, et elle semblait voir l'homme derrière les mains tachées de graisse. Elle appréciait mon ambition, mes journées à rallonge, mes projets d'avenir. Elle était magnifique, avec ses sourires éclatants et son esprit vif. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, puis nous nous sommes mariés. Quelques mois après le mariage, elle a quitté son emploi de secrétaire. Je veux me consacrer à faire de notre maison un vrai foyer, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas posé de questions. Mon salaire suffisait largement, et l'idée de rentrer à la maison auprès d'une femme qui pouvait s'occuper des petites choses du quotidien me semblait être la récompense de toutes mes années de labeur. En apparence, notre mariage était une pelouse parfaitement tondue. On parlait d'enfants, d'avenir, de vacances qu'on ne prenait jamais. Mais c'était surtout notre routine qui nous maintenait ensemble. Une chorégraphie silencieuse d'une vie vécue côte à côte. Je faisais des journées de 10 ou 12 heures, et quand je rentrais, elle avait toujours préparé quelque chose pour le dîner, cuisiné ou commandé. Nos conversations se limitaient aux banalités de la journée. L'intimité physique s'était presque éteinte, mais je me disais que c'était normal, que la vie vous rattrapait. Elle semblait contente, et c'était tout ce qui comptait pour moi. J'étais content, moi aussi. Notre maison était l'incarnation physique de ma réussite. C'était une modeste maison avec 3 chambres dans une banlieue calme, un endroit où les voisins se connaissent vraiment. Chaque centimètre de cette maison faisait partie de moi. J'avais refait toute l'installation électrique, monté les meubles de cuisine, et poncé les parquets moi-même. C'était mon royaume, la preuve que j'avais vaincu mon passé. Mais ces 6 derniers mois, une petite fissure insidieuse était apparue dans les fondations. Clara était devenue accro à son téléphone, gardant toujours l'écran tourné à l'opposé de moi. Quand elle répondait à des SMS, ce n'était pas pour moi qu'elle souriait, c'était pour l'écran. Elle a commencé à s'habiller davantage, non pas pour nos rares sorties, mais pour ses courses ou ses cours de yoga. Quand je lui demandais ce qu'elle avait fait de sa journée, ses réponses devenaient vagues, distraites, comme si elle me disait ce qu'elle pensait que je voulais entendre. J'ai refoulé mes doutes, accusant ma propre fatigue. Je lui faisais confiance. Ne pas lui faire confiance, c'était admettre que la vie que j'avais construite était un mensonge, et c'était une vérité à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. J'aurais dû écouter mon instinct. Car le lendemain après-midi, tout mon monde allait s'effondrer sur le parking d'un hôtel. J'avais reçu un appel pour une réparation d'urgence dans un hôtel de charme du centre-ville, un travail qui allait briser l'illusion dans laquelle je vivais. L'hôtel des Remparts était tout ce que je n'étais pas, du chrome poli et une opulence silencieuse, un endroit où l'air lui-même semblait trop propre. J'ai garé mon fourgon professionnel décrépit dans la zone de service, ma caisse à outils faisant un bruit de ferraille, un contraste frappant avec les voitures de luxe alignées. L'appel concernait une unité de climatisation défectueuse dans une suite pentouse, je pensais en avoir pour 1 heure. Puis, je l'ai vue. Ce fut comme un choc physique. Elle est sortie d'une BMW argentée, une voiture que je n'avais jamais vue, son rire résonnant dans le garage souterrain. Ce n'était pas le petit rire habituel de ma femme. C'était un rire libre, léger, que je n'avais pas entendu depuis des années. Elle portait une robe que je ne connaissais pas, une coupe ajustée, vert émeraude, qui scintillait sous la lumière du parking. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage impeccable. Elle n'était pas là pour faire des courses. Elle était habillée pour un rendez-vous. À côté d'elle, un homme grand, sûr de lui, en costume sur mesure. Sa main était posée dans le bas de son dos, ses doigts y reposant avec une familiarité qui m'a noué l'estomac. Ils se dirigeaient vers l'entrée principale, leurs corps serrés l'un contre l'autre, sa main entrelacée avec la sienne. Mon esprit,
dans une tentative désespérée de me protéger, a essayé de rationaliser, un collègue? Un ami? Peut-être ce cousin de Lyon que je n'avais jamais rencontré? Mais la façon dont elle le regardait, cette intimité naturelle dans leurs gestes, ce n'était pas de l'amitié. C'était un monde secret dont je ne faisais pas partie, le monde d'une femme infidèle et de son amant. Je suis resté figé, ma caisse à outils semblant soudain incroyablement lourde. Mon souffle s'est coupé. Je voulais entrer en trombe, crier son nom, briser cette scène parfaite. Je voulais la traîner dehors par le bras pour l'exposer devant lui. Mais mes jambes ne bougeaient plus. Une partie de moi, la partie rationnelle, enterrée sous une vague de rage viscérale, m'a stoppé. Je me suis retourné et je suis remonté dans mon camion. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre le contact. Le travail de réparation était oublié. J'ai appelé la réception, ma voix devenue un murmure creux, et j'ai menti en invoquant une urgence familiale. Assis sur ce parking, agrippé au volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent, la douleur de la trahison fut rapidement éclipsée par quelque chose de beaucoup plus froid. J'ai pensé à la maison que j'avais construite, à l'argent économisé, à la vie dans laquelle j'avais investi ma sueur et mon sang. J'ai pensé à tous les mensonges, aux réponses vagues, aux téléphones secrets. Tout s'est assemblé, une mosaïque d'horreur et de tromperie. Et puis, la clarté est revenue. Si je l'affrontais maintenant, elle mentirait. Elle me ferait douter de ma propre santé mentale, elle dirait que je suis fou, que j'imagine des choses. Elle ferait en sorte que ce soit de ma faute. Et à la fin, elle prendrait la moitié de tout ce que j'avais bâti. L'idée qu'elle parte avec mon argent durement gagné, ma maison, ma tranquillité d'esprit, était une douleur encore plus profonde que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait un choix. Je ne dirai rien, pas encore. Je rentrerai à la maison et j'agirai normalement. Je jouerai le mari aimant et crédule. Et pendant qu'elle vivait sa double vie, je rassemblerai calmement, méticuleusement, chaque preuve. Je montrai un dossier si solide, si accablant, qu'elle n'aurait aucune porte de sortie. Quand le moment serait venu, je ne me contenterai pas de la quitter. Je la détruirai si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. Je suis rentré, la main ferme sur le volant, mon esprit déjà un champ de bataille stratégique. 2 heures plus tard, quand elle a franchi la porte, le maquillage légèrement estompé, un faux sourire aux lèvres, elle a prétendu avoir déjeuné chez une amie. Je l'ai accueillie dans la cuisine, j'ai souri en retour et j'ai dit « Ça sent bon le dîner, chérie ». Je me suis penché pour l'embrasser sur la joue, un baiser fantôme, une promesse de guerre. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle trahissait était sur le point de devenir son pire cauchemar. Le lendemain, j'étais un fantôme dans ma propre vie. J'ai fait le café, mes gestes devenus un rituel pratiqué par l'homme que j'étais autrefois. J'ai embrassé Clara pour lui dire au revoir. Ses lèvres étaient douces, ignorantes. Elle m'a adressé ce petit sourire à moitié endormi, le même qu'elle me donnait depuis 4 ans. L'homme qui sortait par cette porte était une imitation parfaite de Thomas Lefèvre. L'homme à l'intérieur avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus déterminé. Pendant ma pause déjeuner, j'ai conduit dans un quartier où je n'allais jamais, une rue triste bordée de prêteurs sur gages et de bars PMU. J'ai monté un escalier grinçant vers un petit bureau au-dessus d'une boutique, où l'air était chargé d'une odeur de vieux papier et de poussière. Je rencontrai Ryan, un détective privé recommandé par un ami. Le bureau de Ryan était dépouillé, son visage était la carte routière d'une vie dure. C'était un ancien policier, et ses yeux avaient ce regard las de quelqu'un qui a tout vu. J'ai tout posé sur la table, chaque détail déchirant, ma voix plate et sans émotion. Il a écouté, son stylo grattant sur un bloc-notes. Quand j'ai fini, je lui ai posé la seule question qui comptait. De combien de preuves ai-je besoin? Ryan s'est adossé à sa chaise. Assez pour que son avocat ne puisse rien dire, a-t-il répondu, sa voix aussi sèche que l'air de la pièce. Photos, vidéos, tickets de caisse, horodatage. Nous documentons tout. Je vais poser une balise GPS sur sa voiture. Comme elle est à votre nom, nous sommes dans la légalité. Je vais mettre en place des surveillances. Selon la fréquence de ces rendez-vous, je peux vous fournir un dossier en béton d'ici 2 à 4 semaines. La compte était élevée, 3 500 € immédiatement. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille, l'argent que j'avais mis de côté pour une nouvelle chaudière. C'était un petit prix pour la vérité.
Ryan a commencé à travailler immédiatement. 3 jours plus tard, il m'appelait. Il avait compris son schéma. Elle voyait son amant, un promoteur immobilier nommé Jackson Taylor, 2 fois par semaine à l'hôtel des Remparts. Parfois, il déjeunait dans des restaurants chics où je ne pourrais jamais me permettre d'aller. À la maison, la pièce de théâtre a commencé. La guerre silencieuse. Je jouais le rôle du mari dévoué à la perfection. Je l'interrogeais sur sa journée. Je complimentais ses nouvelles tenues. Elle parlait de son cours de yoga, de ses cafés avec des amis. Chaque mensonge qu'elle disait, chaque faux sourire, chaque « je t'aime » était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Le plus dur n'était pas la colère. C'était la solitude. Je ne pouvais rien dire à personne. Je ne pouvais pas m'appuyer sur un ami ou hurler contre un frère. Je devais rester fort, fonctionnel et confiant. Le soir, allongé à côté d'elle dans le lit, je fixais le plafond en me sentant comme un fantôme, un étranger dans ma propre peau. 3 semaines plus tard, Ryan m'a tout livré. Les preuves étaient dans un dossier, un paquet épais de vérités froides et brutales. Des photos de Clara et Jackson entrant dans des chambres d'hôtel, leurs mains entrelacées. Des horodatages montrant qu'elle y restait des heures. Une vidéo floue d'eux en train de s'embrasser dans sa voiture, leur corps formant une seule forme intime, et une pile de tickets de cartes bleues. Les hôtels, les dîners, même l'achat d'un collier de diamants que je l'avais vu porter la semaine dernière. Les preuves n'étaient pas seulement la confirmation de sa trahison. C'était la carte de ma stupidité. J'ai ressenti un mélange étrange de justification et de tristesse profonde. Le soulagement de connaître la vérité se mêlait au chagrin d'une vie bâtie sur un mensonge. Avec les preuves en main, j'ai pris un autre rendez-vous. Ma destination suivante était un cabinet d'avocats, dans un immeuble de bureaux luxueux qui sentait le succès. Claire, ma nouvelle avocate spécialisée en divorce, était une force de la nature. Elle avait la cinquantaine, était habillée avec élégance et avait des yeux qui ne laissaient rien passer. J'ai exposé le dossier. Les photos, les vidéos, le fait que Clara n'avait pas travaillé depuis 4 ans. Claire a écouté, son expression illisible. C'est du manuel, a-t-elle déclaré, sa voix tranchante. Adultère, dépendance financière, preuve documentée. Dans cette juridiction, nous pouvons l'utiliser pour obtenir un accord favorable. Elle n'aura pas de pension compensatoire. Vous garderez la maison, votre entreprise, vos économies. Nous déposerons une demande sans faute pour que ce soit rapide, mais nous utiliserons ces preuves pour la pousser à signer immédiatement. Je l'ai regardé, ma voix n'étant plus qu'un murmure creux. Quand? Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Dès que vous êtes prêt. Nous allons préparer les papiers. Vous me direz quand lui faire signifier par huissier. Je recommande de le faire quand vous êtes présent. Cela vous donne le contrôle. Nous avons fixé une date 2 semaines plus tard. Assez de temps pour finaliser la paperasse, pour m'assurer qu'il n'y avait pas de faille. Assez de temps pour mettre mes affaires en ordre. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec l'odeur de mon plat préféré, des lasagnes. Clara était dans la cuisine, fredonnant avec la radio, totalement inconsciente. Je savais que c'était la dernière fois que je jouerais la comédie. Bientôt, son mensonge parfait allait voler en éclats, et je serais là pour en observer chaque seconde. C'était un mardi soir, un choix délibéré. Je savais que Clara ne voyait jamais Jackson un mardi. Elle préférait confiner ses rendez-vous à mes jours de travail les plus chargés, généralement les mercredis et vendredis. Elle serait à la maison, complaisante, installée, sans se douter de rien. À exactement 18h30, j'ai franchi la porte. J'étais calme, d'un calme surnaturel, comme un lac de glace sur un brasier. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête, peaufinant mes répliques, affinant mon sang-froid. Clara était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux tout de suite. « Salut, chérie, ta journée ?» a-t-elle murmuré, sa voix paresseuse et familière. « Longue ?» ai-je répondu en posant mes clés sur le comptoir avec un léger tintement. « Mais productive. » Je ne me suis pas assis à côté d'elle. Au lieu de cela, je suis allé vers le fauteuil en travers de la pièce, créant une distance, faisant de ma présence une intrusion. Elle m'a jeté un regard à ce moment-là, notant le manque de chaleur, mais elle l'a ignoré, retournant à son écran. J'ai pris la télécommande et j'ai changé de chaîne,
tombant sur un documentaire animalier. À l'écran, une lionne traquait un zèbre isolé, ses mouvements lents, méthodiques, inévitables. L'ironie m'a fait sourire intérieurement. J'ai attendu. À 19 heures précises, la sonnette a retenti. Clara a froncé les sourcils, quittant enfin son téléphone. On attend quelqu'un. J'ai gardé mon regard fixé sur la télévision, regardant le prédateur réduire la distance. Pas nous, ai-je dit doucement, le mot ayant le goût de la cendre dans ma bouche. Toi. Elle s'est levée, agacée par l'interruption, et est allée à la porte. Quand elle l'a ouverte, un huissier en costume strict se tenait là, tenant une épaisse enveloppe. Madame Clara Lefebvre, a-t-il demandé, son ton neutre et professionnel. Oui, a-t-elle répondu, sa voix teintée de confusion. Vous êtes assigné. Il lui a tendu l'enveloppe, a fait un signe de tête bref et s'est retiré rapidement, se fondant dans le crépuscule. Clara a fixé l'enveloppe, son visage se vidant de toute couleur. Son assurance a commencé à se fissurer immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait maladroitement le rabat. Je l'observais depuis le fauteuil, totalement immobile. Le silence de la pièce n'était ponctué que par la voix du narrateur du documentaire décrivant le coup fatal de la lionne. Elle a sorti les documents. Ses yeux ont scanné la première page. Divorce, en lettres grasses. Puis, fautes irréconciliables. Puis, son regard est tombé sur le fond, où Claire, mon avocate, avait astucieusement agrafé quelques photos de preuves choisies. La couleur a quitté son visage, la laissant pâle et vide. Puis le sang est revenu en une vague violente, transformant ses joues en cramoisies. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sa voix était un murmure fragile, le dernier souffle de son déni parfait. Je me suis enfin penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Je sais pour Jackson. Je sais pour l'hôtel des remparts. Je sais pour chaque déjeuner, chaque mensonge, chaque fois que tu es rentré en sentant le parfum de quelqu'un d'autre, en prétendant que tu étais au yoga. Sa bouche s'est ouverte et fermée, incapable de formuler une défense cohérente. Elle a regardé les photos. Elle et Jackson, indéniable, net, clair comme le jour, entrant à l'hôtel, s'embrassant passionnément sur le parking. Thomas, Ce n'est pas. Ne. Je l'ai coupé, ma voix froide et stable, sans aucune trace de la rage qu'elle attendait. Ne m'insulte pas avec d'autres mensonges. Tu as grillé ta dernière chance de dire la vérité il y a des semaines. Elle a laissé tomber l'enveloppe, les papiers s'éparpillant sur le parquet, et elle s'est effondrée instantanément. Elle est tombée à genoux, les larmes coulant déjà, la mise en scène s'intensifiant. Thomas, s'il te plaît, c'était une erreur. J'étais seul. Tu travailles toujours. Je ne voulais pas que ça arrive. Elle a commencé à supplier. Je me suis levé instantanément, m'éloignant de sa portée frénétique. Tu ne voulais pas te faire taper par un autre homme dans un hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois? Tu ne voulais pas utiliser mon argent? L'argent que j'ai gagné à réparer des chaudières et des toilettes pour acheter de nouvelles robes afin de l'impressionner? Tu ne voulais pas me mentir en face tous les jours? Elle sanglotait maintenant hystériquement, se prenant la tête entre les mains. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais rompre. Je ne le reverrai plus jamais. On peut aller voir un conseiller conjugal. S'il te plaît, Thomas, je t'aime. Tu m'aimes, ai-je répété, un rire sec et dur s'échappant de ma gorge. Tu ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Tu sais ce que j'ai fait pendant que tu étais là-bas à faire semblant d'être célibataire? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai bâti cette vie. J'ai fait un geste autour de la maison, ma maison. Et tu l'as jeté pour un mec avec de beaux costumes et une belle voiture. Je suis désolé, a-t-elle étouffé, sa voix se brisant. Je suis tellement désolé. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler le dossier privé que Ryan m'avait donné et j'ai tenu l'écran vers elle. Une vidéo a été lue. Un court clip silencieux d'elle et Jackson en train de rire, sa tête reposant sur son épaule. C'est ça, pour toi, être désolé? Parce que pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui était certaine de ne jamais se faire prendre. Clara a finalement craqué, enterrant son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots impuissants. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, ai-je dit platement,
passant à côté d'elle vers le comptoir. Je veux que tu signes les papiers. Mon avocate te contactera avec les détails. Tu n'auras pas de pension. Tu n'auras pas la maison. Tu n'auras rien, à part la chance de partir discrètement. Son visage s'est levé, mouillé de larmes, la peur remplaçant la culpabilité. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en saisissant ma veste. Peut-être que Jackson t'accueillera. Ou peut-être que tu te débrouilleras comme je l'ai fait, en travaillant. J'ai pris mes clés. Je dors chez un ami ce soir. Je veux que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, rien d'autre. Si tu prends un seul centime ou une seule possession qui m'appartient, je déposerai plainte pour vol, et j'ai les factures pour tout ce qu'il y a dans cette maison. Thomas, s'il te plaît. Je me suis retourné une dernière fois, mes yeux rencontrant les siens, dépouillés de toute connexion, de tout regret. C'est fini, Clara. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Je suis sorti, le bruit de la porte d'entrée coupant ses sanglots. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'embrasure de la porte illuminée, une petite silhouette brisée contre le royaume qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis des semaines, la tension a quitté ma poitrine, et j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Elle était sortie de ma vie, mais l'homme qui l'avait aidé à me trahir, Jackson Taylor, marchait toujours comme s'il n'avait rien fait de mal. Cela allait changer. 2 semaines après le départ de Clara, le divorce était largement réglé. La maison était à moi. L'entreprise était sauve. Mon avocate, Claire, avait utilisé les preuves comme un scalpel, laissant Clara avec rien d'autre que ses quelques cartons de vêtements et l'humiliante honte de la défaite. Les papiers étaient signés, la menace de tout révéler étant suffisante pour l'empêcher de contester. J'aurais dû ressentir de la paix, mais le vide silencieux de la maison ne suffisait pas. Une brûlure froide et familière restait dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de Jackson Taylor, l'homme qui était entré dans ma vie comme un boulet de démolition, qui avait profité des bénéfices de mon travail et de ma confiance, et qui était maintenant de retour dans son bureau poli, conduisant sa BMW, concluant des contrats. Vivant sa vie haut de gamme comme si de rien n'était. Il n'avait pas perdu un centime. Il n'avait pas ressenti une once de peur ou de regret. C'était un déséquilibre que je ne pouvais pas tolérer. Je ne voulais pas son argent. Je ne voulais pas qu'il soit arrêté. Je voulais juste qu'il sache, physiquement et irrévocablement, que certaines actions entraînent des conséquences que les avocats et les dossiers ne peuvent pas effacer. Je ne suis pas un homme violent. J'ai construit ma vie avec des clés anglaises, pas avec mes poings. Mais je connaissais quelques gars de l'ancien temps, quand je travaillais sur des chantiers de construction, des gars qui opéraient en dehors du monde légal propre que je m'étais bâti. J'ai appelé Owen, un ancien militaire qui travaillait comme videur, et Dylan, un mécanicien calme avec une longue mémoire pour les rancunes et un solide code de loyauté. Je les ai rencontrés dans un petit bar de banlieue. Je n'ai pas joué la victime. J'ai juste exposé les faits autour d'une bière. Ce type a couché avec ma femme pendant des mois, il l'a aidé à me mentir. Il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je veux qu'il comprenne qu'il y en a. Owen et Dylan ont échangé un regard entendu. Owen a parlé le premier, sa voix rocailleuse, on ne tue personne, Thomas. Je ne veux pas qu'il soit mort, ai-je confirmé. Je veux juste qu'il se souvienne de cette semaine pour le reste de sa vie. Ils ont fait leur devoir. Jackson avait une routine de fitness prétentieuse, une marche rapide nocturne autour de son quartier aisé 2 fois par semaine, vers 22 heures, probablement pour compenser le whisky qu'il buvait. 3 soirs plus tard, nous attendions. Nous étions garés 3 rues plus loin, surveillant le signal GPS du téléphone de Dylan. Jackson est apparu à l'heure prévue, sa posture arrogante même à distance, ses écouteurs dans les oreilles, enfermé dans sa bulle d'auto-importance. Il a pris un raccourci par une ruelle étroite et sombre, une décision stupide pour un homme de sa catégorie fiscale. Au milieu de la ruelle, Owen, Dylan et moi sommes sortis de l'ombre, bloquant son chemin. Jackson s'est arrêté, retirant un écouteur, l'irritation brillant dans ses yeux. « Je peux vous aider les gars. » Je me suis avancé, mes mains enfoncées profondément dans mes poches. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable. « Jackson Taylor ?» Son expression a changé. Confusion,
puis une lueur de reconnaissance écœurante. « Est-ce qu'on se connaît ?»« Pas encore, ai-je dit. »« Mais tu connais ma femme, Clara Lefèvre. » La couleur a instantanément quitté son visage. L'arrogance a disparu, remplacée par une peur primale. Il a fait un pas nerveux en arrière, ses yeux cherchant la sortie de la ruelle. « Écoute, mec, je ne veux pas d'ennui. »« Moi non plus, ai-je répondu, ma voix dangereusement douce. « Mais tu m'en as donné quand même. » Ce qui a suivi a été rapide, brutal et totalement silencieux, à l'exception du grognement d'effort et du bruit sourd des os contre la chair. Owen a bougé le premier, un coup de poing sec qui a atterri droit dans le ventre de Jackson, lui coupant le souffle. Dylan a suivi, un coup de pied vicieux dans les côtes qui a mis Jackson à genoux. Il a essayé de se mettre en boule, protégeant sa tête, mais il faisait face à 3 hommes qui savaient comment utiliser leur poids. Nous n'avons pas utilisé d'armes, pas de batte, pas de couteau, juste des poings, des bottes et le genre de violence calculée qui laisse des marques, mais évite les dommages permanents. Ils se sont concentrés sur ses côtes, ses bras, ses jambes. Ils n'ont rien cassé, mais ils se sont assurés que tout serait atrocement douloureux pendant le mois suivant. Je suis resté en retrait, les bras croisés, regardant mes 2 associés administrer la justice que le système légal ne pouvait pas rendre. J'ai regardé Jackson halter et gémir sur le pavé sale, saignant d'une lèvre fendue, ses yeux écarquillés par une terreur pure. Quand Owen et Dylan ont reculé, je me suis accroupi à côté de Jackson, qui se tenait les côtes, goûtant son propre sang. « Tu as cru que tu pouvais entrer dans la vie d'un autre homme et prendre ce qui n'était pas à toi ?» ai-je murmuré, m'assurant que le message soit la dernière chose qu'il entende. « Tu as cru qu'il n'y aurait pas de conséquences, seulement des petits voyages amusants à l'hôtel des remparts. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. » Jackson a essayé de parler, mais seul un sifflement en est sorti. « Reste loin de Clara », ai-je continué. « Reste loin des femmes mariées. Et si jamais tu penses à appeler les flics, souviens-toi que j'ai des photos de toi en train de baiser ma femme, et des vidéos aussi. Je ferai en sorte que tous ceux avec qui tu travailles, tous ceux de ton précieux cercle social, toute ta famille les voient. Je ruinerai ta carrière et ta réputation plus vite que tu ne peux conclure un contrat. Compris ? » Il a hoché la tête faiblement, les yeux larmoyants. Je me suis levé, j'ai fait signe à Owen et Dylan, et nous sommes sortis de la ruelle. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que j'avais franchi une ligne, une frontière morale définie. Mais, en rentrant chez moi, une satisfaction sombre et lourde m'a envahi. La justice, ai-je pensé, a parfois besoin d'un coup de pouce. La tempête était terminée. Maintenant, il fallait que je découvre quel genre d'homme j'étais devenu. 6 mois. 6 mois avaient passé depuis que j'étais resté dans cette ruelle, regardant Jackson Taylor apprendre le prix de son arrogance. 6 mois depuis que j'avais tourné le dos à cet homme brisé et à ses promesses brisées. Le divorce a été finalisé il y a 3 mois. La paperasse, propre et définitive, confirmait que la maison, l'entreprise et chaque euro que j'avais gagné étaient sans équivoque à moi. Claire avait fait son travail parfaitement. La menace d'exposer l'infidélité de Clara au tribunal et à sa famille était un levier plus que suffisant. Elle a signé sans un gémissement, prenant les vêtements avec lesquels elle était arrivée et le goût amer de la défaite. Mon entreprise, ironiquement, était prospère. On aurait dit que l'univers récompensait mon honnêteté, rééquilibrant enfin la balance. La concentration froide et méticuleuse que j'avais investie dans la chute de Clara, je l'ai redirigée vers mon travail. J'étais plus fiable, plus concentré, et les entrepreneurs l'avaient remarqué, m'envoyant régulièrement des chantiers bien rémunérés. La tempête était passée, et mes fondations, celles que Clara avait essayé de détruire, étaient plus fortes que jamais. La vie de Clara, quant à elle, s'était effilochée avec une rapidité prévisible. J'entendais des choses par des connaissances communes, le genre de potins qui reviennent quand quelqu'un tombe de haut. L'aventure avec Jackson s'est terminée au moment où il est sorti de cette ruelle, battu et terrifié. Il ne voulait pas d'une maîtresse. Il voulait juste du sexe facile, sans conséquences. Quand les conséquences sont arrivées sous la forme de 3 hommes en colère, il a disparu. Clara a déménagé à l'autre bout de la ville, s'installant dans un appartement exigu et bruyant avec des murs fins et le sentiment perpétuellement vide de l'échec. Elle travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants bon marché. Je l'imaginais debout pendant 10 heures, gérant des pourboires médiocres et des clients impolis, un contraste saisissant avec le yoga et les déjeuners coûteux dont elle profitait autrefois à mes frais.
Elle a essayé de me contacter plusieurs fois, des textos demandant à parler, des emails mendiant une clôture. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Il n'y avait plus rien à dire. Sa clôture, c'était la vie qu'elle menait maintenant. J'ai croisé Jackson une fois, un accident inévitable dans une station-service un vendredi soir. Il portait un manteau cher, mais il portait son corps différemment désormais. Il marchait avec une légère boiterie, presque imperceptible, le spectre de la douleur qu'Owen lui avait infligée. Il payait son essence quand il m'a vu debout près de la pompe. Nos yeux se sont croisés peut-être une demi-seconde, et la couleur a instantanément quitté son visage. Sa bouche est devenue sèche et ses yeux se sont élargis avec une peur nue et paralysante. Il a fourré sa carte dans son portefeuille, a abandonné la pompe et est parti rapidement. Il vivait avec, exactement comme je lui avais dit qu'il le ferait. Il s'en souvenait. Quant à moi, l'homme qui a émergé de cette guerre silencieuse n'est plus le même homme doux qui croyait en une vie parfaite. Je suis plus méfiant maintenant, plus prudent avec ma confiance. Peut-être que je suis cynique, mais je préfère appeler cela une sagesse acquise dans le caniveau. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau il y a quelques mois. Olivia. Elle travaille à la caisse du supermarché près de mon atelier. Elle est gentille, ancrée dans la réalité, et elle travaille elle aussi ses propres heures. Elle apprécie l'honnêteté et une vie confortable et prévisible. Nous prenons notre temps. Elle connaît l'essentiel, que mon ex-femme m'a trompé et que ça a mal fini. Mais je garde les détails les plus sombres du règlement de compte verrouillé. Cette partie de ma vie, celle impliquant la ruelle et la rage froide et concentrée, n'appartient qu'à moi. Certaines nuits, quand je suis seul dans cette maison, ma maison, construite par mes mains, je m'assois en silence et je pense à tout. Je ne regrette pas mes choix, pas la surveillance, pas le divorce, pas même la nuit dans cette ruelle. J'ai protégé ce qui était à moi, et je me suis assuré que les gens qui ont essayé de me le prendre en paient le prix personnel. Peut-être que pour certains, cela fait de moi un méchant, mais je dors très bien. Parce qu'à la fin, la justice a été rendue, non pas par un système qui récompense la tromperie, mais par un homme qui a enfin su se défendre. Et maintenant, enfin, je suis libre.